à cette nouvelle discussion du monde. Aujourd'hui, on a la chance d'échanger avec Michaël Bergeron, qui est auteur du livre La vie en gros et aussi de Tombée médiatique, qui est aussi chroniqueur à la Tribune, entre autres, mais aussi à la radio, si je me trompe pas. Donc, Michaël est avec nous aujourd'hui pour échanger sur la diversité corporelle, la réalité des personnes grosses, mais d'un point de vue masculin, parce on parle beaucoup du point de vue féminin, mais d'un point de vue masculin, c'est plus rare. Donc, je suis très contente, Michaël, que tu sois avec nous aujourd'hui. Un gros merci de prendre de ton temps pour venir nous jaser de la réalité des personnes grosses, de grossophobie, d'acceptation de l'autre et puis de ton travail aussi là, à travers tout ça, de sensibilisation. Donc, Ben, merci de l'invitation, en fait. Ça me fait plaisir d'être là. c'est super. Donc, on est choyés parce qu'on a reçu dernièrement Edith Bernier aussi, là, en secondaire 1 et 2. Donc, d'avoir toi aussi, qui est quand même une figure de proue là, dans le mouvement. Je trouve ça cool que tu acceptes de partager ton temps comme ça avec nous. Donc, sans plus tarder, j'ai parlé que tu étais chroniqueur, auteur. Tu es capable de nous parler un peu de ton parcours de vie, tant personnel que professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené vers un peu ce combat-là là, en lien avec la grossophobie? Ben, mon Dieu, bonne question. En fait, je pense que j'ai toujours été attiré déjà, moi, par les sujets, tout ce qui est injustice, tout ce qui est préjugés, stigmatisation, inégalité sociale. Même quand j'étais adolescent, j'étais très... j'avais un côté militant. Quand j'étais ado, au secondaire, déjà, je militais pour qu'il y ait plus d'égalité à l'école entre les étudiants et les étudiantes. J'avais déjà pris la défense même de certains règlements qui étaient sexistes. Puis bon, j'ai déjà quand même une sensibilisation qui remonte à loin. Puis après, je suis devenu journaliste. Et puis, comme journaliste, j'ai continué à m'intéresser aux enjeux des inégalités, des injustices, etc. Et puis, je pense qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, à force de creuser des histoires de racisme, de comprendre comment fonctionne le racisme, le sexisme, mais aussi, tous les préjugés qu'il y a envers les personnes handicapées, puis l'exclusion sociale envers les personnes handicapées, ou tout aussi les préjugés qu'il y a envers la santé mentale. Donc, je me suis même intéressé à plusieurs discriminations. Et à un moment donné, je fais, coudonc, on dirait que j'étais capable de faire des parallèles avec des choses que moi, j'ai vécues comme personne grosse. Okay. Donc, c'était bien avant que, là, aujourd'hui, grossophobie est un mot, j'allais dire connu, là, je vais mettre des guillemets parce que il est connu puis pas connu en même temps. Mais quand j'ai commencé, moi, à faire des parallèles entre, justement, cette forme des préjugés qui envers les personnes grosses, c'est ce que moi, je voyais dans d'autres formes de discrimination, puis je voyais les mécaniques qui se ressemblaient, mais j'avais jamais lu là-dessus. Okay. Donc, j'ai commencé simplement à m'y intéresser, puis à me poser des questions, puis à réfléchir un peu tout haut, puis à écrire là-dessus. Puis, à force, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul, qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient aussi aux États-Unis, puis même au Québec, en France. Voilà, ça a un peu permis de voir que j'étais peut-être pas fou, de voir qu'effectivement, il y avait peut-être une mécanique qui crée une exclusion sociale envers les personnes grosses. Et puis, donc petit à petit, je me suis juste intéressé encore plus. Et là, ici, la particularité, c'est que ça me touchait directement. Quand je m'intéresse au racisme, ça m'interpelle, mais c'est pas moi qui subis le racisme. Par contre, quand je m'intéresse à la grossophobie, là, je l'ai subi, ça. Donc là, c'est sûr que mon regard est différent parce que là, c'est non pas seulement en tant que journaliste, je creuse la question, mais c'est aussi en tant que moi, être humain, je le subis. Donc, il y a quelque chose à la fois très personnel aussi dans tout ça. C'est à la fois ce regard très extérieur que j'ai, mais aussi, je le témoigne. Puis je pense que c'est important de le témoigner puis d'en parler. Super. Puis, comme je le disais en début de rencontre, c'est super apprécié que tu prennes le temps justement d'adresser le sujet avec des ados. Je trouve ça cool. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser nous des questions en commentaire. Je vais pouvoir les partager avec Michaël. C'est ça aussi l'objectif des discussions du monde, donc d'avoir des échanges, de laisser la place aussi à ceux qui nous écoutent de poser des questions. Tu disais que tu avais vécu la grossophobie toi-même. Quel genre d'obstacles ou de difficultés tu as pu rencontrer, autant dans ton parcours professionnel que dans ta vie personnelle, naturellement, si tu veux en parler. Mais
Et comment tu as vécu ces obstacles-là? Ben, au début, on pense que c'est normal. Puis en fait, j'ai cru presque toute ma vie que c'était normal parce que c'était comme ça dans la société. Je veux dire, les personnes grosses sont dévalorisées. Puis en fait, c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que les freins que j'avais eus ou ce que j'avais subi, ce n'était pas normal. Donc, comment je l'ai vécu? Ben, pour moi, c'était juste normal que je me fasse traiter des fois ben, que je me fasse insulter dans la rue par quelqu'un que je connaissais pas. C'était, entre guillemets, normal parce que c'était ce que je vivais. C'était normal que je me fasse nobber parfois en entrevue d'embauche. C'était normal que je trouve pas de vêtements dans les magasins. Tu sais, tout ça était, entre guillemets, normal parce que c'était comme ça. La société dans laquelle j'ai grandi, c'était comme ça. OK. Puis si je voulais arrêter de m'en plaindre, c'était à moi de devoir rentrer dans le moule, tu sais, de perdre du poids, puis bon. Fait que, tu sais, le problème, j'ai toujours eu l'impression que le problème était moi. Et Mhm. donc, il a fallu que tu sais, ça a pris ma trentaine là, avant de comprendre que c'était peut-être pas moi le problème, qu'il y a peut-être un problème dans la société. Donc, tu sais, c'est avec beaucoup de recul que j'ai compris, en fait, que ce que j'avais vécu, ce n'était pas normal. C'est pas normal de se faire insulter dans la rue juste à cause de la forme de notre corps, et ça, peu importe, là, que ce soit le poids, que ce soit la grandeur. Je sais que les personnes rousses se font aussi beaucoup écœurer ou parce que tu as un handicap, une maladie. Je veux dire, ce n'est pas normal de se faire insulter dans la rue comme ça. Donc, mais c'est beaucoup plus tard. Hmm? C'est parce qu'on vit, parce qu'on est, mais EST, là, pas naître, mais vraiment Ouais. par le fait on est là, qu'on existe. Nous. Oui, c'est ça. La simple existence dérange. Mhm. Voilà. Donc, il y a un problème et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que ce n'était pas moi le problème, mais c'est un problème de société. Donc, moi, une bonne partie de ma vie, je l'ai vécu comme si c'était normal, puis c'est moi que je blâmais, puis c'est sur moi que je tapais, c'était pas sur la société. Mhm. Même s'il y a des fois, je trouvais pas ça juste ou je ne comprenais pas, tu sais, pourquoi cette violence-là, je n'arrivais pas à la comprendre, mais je me dis, ben voilà, c'est comme ça, puis je n'avais qu'à ne plus être un problème. Tu sais. Donc, c'est pour ça que je suis content maintenant quand je vois que des jeunes adolescents ou même des jeunes dans la vingtaine ont maintenant des modèles où tu sais, ce message-là est là, puis tu sais, mon Dieu, moi, je suis tellement content quand je vois des gens qui ont 14, 15, 20, 22 ans, mais tu sais, qui ont encore beaucoup de temps pour se construire ou qui sont encore en train de se construire, puis donc, il y a ce message-là qui est valide, tu sais, puis qui leur démontre que oui, tu peux être différent ou différente, puis que tu peux t'accepter, tu peux t'aimer. Parce que c'est ça. Moi j'ai eu le temps d'atteindre la trentaine là, avant de te tomber là-dessus. Là, je vais avoir 40 ans bientôt. Mais tu sais, c'est ça. Je suis vraiment content quand je vois que des jeunes personnes puissent tomber sur des messages positifs comme ça dans leur jeunesse. Moi, j'aurais aimé ça voir ça adolescent. J'aurais aimé ça. Ouais. Parce que tu l'as nommé, c'est pas, on a passé le stade de juste pas avoir les mêmes choses, mais c'est de la violence, là, comme tu le dis, là. Même si c'est pas physique, c'est quand même très violent de recevoir ces insultes-là, de recevoir cette discrimination-là, juste comme je disais, parce que t'es vivant, là. Euh, Oui, donc, puis surtout que tu sais, tout ça est un espèce de servicieux, puis il y a des études qui le démontrent, mais tu sais, plus que tu vas te faire, plus tu subis de la violence, plus tu as tendance à soit te séparer de la société, donc là, tu deviens comme une espèce d'ermite ou tu es un peu sauvage dans la limite parce que là, tu veux plus t'intégrer, tu n'as plus envie de t'intégrer à la société, donc tu t'exclus toi-même avant même qu'on t'exclue, ou encore tu t'enfermes chez toi puis tu veux plus sortir, mais donc tu brises un lien avec la société, puis ben, c'est pas comme ça que tu t'émancipes, c'est pas comme ça que tu t'épanouis. Donc, ça devient un problème. Puis ça devient un problème. Après ça, il y a des risques de danger de santé mentale. Il y a un risque de danger. Puis si ta santé mentale ne va pas bien, il y a des risques de santé physique qui peuvent arriver après. Puis donc, il y a bien des études qui démontrent que plus une personne se fait insulter, plus qu'elle est stigmatisée, plus que ce qui la stigmatise va aussi grandir. Donc, si on prend les personnes grosses, ben, plus une personne se fait traiter ou insulter ou piétiner en tant que personne grosse, ben, on risque beaucoup plus de voir cette personne-là prendre encore plus de poids. Et donc, en prenant plus de poids, elle se fait encore plus piétiner, insulter, etc. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, pour ça, moi, je suis vraiment content qu'on puisse
voilà, je suis vraiment content que la jeunesse ait maintenant accès à d'autres modèles, puis à ce message-là. Puis je pense qu'il y a bien des gens de mon âge aussi, tu sais, qui auraient aimé ça, que dans leur adolescence, voir ce Oui, message-là différent, puis ce message positif-là, puis cette conscientisation-là. ben, tant mieux. Bon, on parlait que, bon, de tout, justement, là, les insultes ou la discrimination que les personnes grosses peuvent vivre. Ça serait quoi, toi, pour toi, le plus grand mythe ou le plus grand stéréotype que tu aimerais déboulonner par rapport aux personnes grosses? Ben, je pense que le plus gros mythe, puis qui est très tenace, parce qu'il y a toujours il y a des nuances là-dedans, mais évidemment, qu'on tourne les idées, qu'on tourne les coins ronds, là, en fait, c'est de croire que les gens sont 100% responsables de leur poids. Que le poids ne découle que de nos actes personnels. Puis c'est ça que c'est un peu dur à défaire parce que oui, il y a une partie du poids qui découle de nos habitudes. Je veux dire, c'est sûr que, par exemple, en tout cas, il y a des très bonnes chances que quelqu'un qui ne mange que du McDo matin, midi, soir, à tous les jours, risque de prendre du poids. En tout cas, les probabilités sont plus grandes. Ben, comme on l'a vu dans le film Super Size Me, là. Ben oui, voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus que quelqu'un qui a une très bonne alimentation ne sera pas grosse. C'est que oui, il y a une influence, mais ce n'est pas une responsabilité qui est totale. Puis c'est là qui est souvent le préjugé. C'est qu'il y a une très bonne partie de notre poids dont on n'a pas d'influence, en fait. Mhm. Il y a 70% de notre poids qui est dû à notre génétique. Donc, il reste peut-être pour un 30% où là, on a une influence. Mais voilà, c'est pas total. Puis c'est là qui est le gros préjugé. Puis c'est pour ça que c'est un peu dur à défaire comme préjugé. Et là, je pense que j'ai perdu mon micro. Mais en fait, c'est ça qui est dur à défaire comme préjugé parce qu'il y a une petite partie de vrai. Donc, Ouais. qu'il y a toujours quelqu'un qui ramène l'argument, oui, mais puis on peut pas on peut pas complètement contredire l'argument parce qu'il y a une petite partie de vrai. Oui. Mais voilà, ce n'est qu'une partie, ce n'est pas 100% responsable du comportement individuel. Puis je pense qu'on voit très bien, je pense dans nos cercles d'amis, par exemple, surtout, on finit par manger un peu les mêmes affaires, on mange dans les mêmes restos, les lunchs vont se ressembler, et pourtant le poids ne ressemblera pas parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les corps qui vont absorber les graisses de la même façon, les sucres de la même façon, etc. Donc, même deux personnes qui ont le même lunch à tous les jours n'auront pas le même poids à la fin parce que, voilà, il y a une part génétique. Donc, c'est ça qui est dur à démystifier et à faire les nuances parce qu'il y a une petite partie de vrai, Mhm. mais fait que ça nourrit ce préjugé-là, fait qu'il est très dur à défaire. Très dur à défaire. Oui, puis veux pas tout l'aspect, la culture de la diète, Mhm. l'aspect médical fait en sorte qu'on rajoute des couches à ce stéréotype-là aussi, à ce préjugé-là, parce que justement, on se fait dire, ah, mais c'est juste une question de ce que tu manges, mais non, c'est pas ça, tu sais. Il y a toute la notion aussi, bon, les problèmes médicaux, les problèmes de santé, la santé mentale, comme tu disais aussi, tu sais, qui fait en sorte que on reste dans un cercle vicieux si on ne fait pas attention à. Ben, pas nécessairement si on ne fait pas attention, mais si on ne fait pas attention à notre santé mentale, il risque que c'est ça, là, on tombe dans un cercle vicieux au niveau de la gestion du poids. Fait qu'il y a tellement de choses qui viennent varier, effectivement. C'est très, très dur. Bon, tu disais que la jeunesse aujourd'hui est chanceuse d'avoir accès à des modèles différents, à des ressources aussi pour les aider à mieux comprendre ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que les jeunes, les moins jeunes, pourraient faire pour être des alliés pour les personnes grosses? Ben, il y a beaucoup de choses, en fait. Déjà, je pense qu'il y a un travail au quotidien qui est de faire d'un peu revoir certaines de nos expressions, certaines blagues aussi. Il reste des blagues qui font encore partie, je dirais, de la vie courante, mais qui sont stigmatisantes, qui en ont peut-être pas l'air, mais qui le sont quand même. Donc, tu sais, juste une expression, par exemple, est-ce que j'ai l'air gros, là, j'ai l'air grosse dans, je sais pas moi, surtout quand on essaie du nouveau linge, là. Il y a toujours cette idée, oh mon Dieu, est-ce que j'ai l'air gros, j'ai l'air grosse? Et c'est souvent vu comme un problème, alors qu'en fait, je pense que ce serait plus, est-ce que je suis bien dans ce vêtement-là? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je me sens bien? Tu sais, c'est beaucoup plus ça qui devrait être intéressant. Donc, il y a ça. Je pense que tout le monde peut faire, peu importe l'âge, là. Je pense que c'est quelque chose qui est à faire et à intégrer. Puis je pense qu'on peut même aller jusqu'au point que si quelqu'un à côté de nous, tu sais, lâche ce commentaire-là,
Ben non, mais on s'en fout, là. C'est pas que. Tu sais, être gros, c'est pas une impression déjà, là. C'est pas d'avoir l'air gros. Bon, on l'est ou on l'est pas, là. Mais déjà, tu sais, c'est ça. Fait que je pense qu'on devrait déjà revoir ce genre de phrase-là ou c'est ça, des blagues des fois qu'il y a sur le poids, sur les personnes grosses. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très ancré dans le quotidien, mais qui a un impact énorme sur les personnes. Parce que moi, je me souviens dans mon enfance, dans mon adolescence, puis même dans ma vie adulte, mais quand des gens autour de moi font des blagues sur les personnes grosses, même si c'est pas moi qui est directement visé, ben c'est sûr que je me sens visé. Tu sais? Donc, fait que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est une blague qu'on fait sur moi, puis donc voilà, puis à un moment donné, il y a une limite à l'autodérision, là, tu sais. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous faire dans notre quotidien, de juste faire attention à changer notre vocabulaire, puis à choisir les bons mots. Puis voilà, on peut être beau et belle, peu importe la forme de notre corps, mais ça dépend beaucoup si on est bien dans notre corps, en fait. C'est comme ça qu'on réussit à briller. Je veux dire, on peut pas briller si on étouffe une partie de soi, ou si on pense qu'on est sale ou qu'on est dégueulasse. Fait que pour ça, faut un peu permettre ce contexte-là de briller. Fait que je pense que ce genre de phrase-là, ça empêche bien des gens de briller et donc d'être beau et belle, tu sais. Donc, je pense que ça, c'est des trucs qu'on peut faire dans notre quotidien tous les jours, là. Puis pour les justement pour des ados qui justement vivent dans des corps gros qui sont différents des autres, est-ce que tu aurais soit des ressources, un message ou un conseil, parce que entre s'aimer et s'accepter, il y a un univers. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais leur adresser? Ouais, il y aurait bien des choses. Ben déjà, je dirais, tu sais, on n'est pas obligé nécessairement de. Tu sais, je sais que en ce moment, dans tout le mouvement body positive, tu sais, on est beaucoup dans il faut absolument se trouver beau et belle, puis on n'est pas obligé. Tu sais, je pense qu'il y a bien des étapes, il y a bien mettons, j'allais dire des grades, là, je pense que c'est un anglicisme, mais tu sais, il y a, tu sais, mettons, entre avoir un dégoût de soi-même et se trouver beau, il y a bien des marges, là. Oui, c'est Tu sais, évolutif. ben voilà, c'est évolutif, puis aussi, je pense, juste être bien dans sa peau, ça veut pas dire qu'on se trouve nécessairement beau et belle, c'est juste d'être bien, tu sais. Fait que juste le fait de ne pas se détester, de ne pas être dégoûté par son corps, de s'accepter, juste s'accepter, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Puis je pense que malheureusement, des fois, le mouvement body positif met un peu cette pression qu'il faut pas non seulement s'accepter, il faut en plus se trouver le plus beau de la Terre. Ben là, bon, peut-être pas, tu sais, on n'est pas obligé de se rendre jusque-là. Juste s'accepter, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Puis je dirais aussi après, c'est de ne pas. Bon, là, je sais que je vais sonner comme le vieux qui radote, mais tu sais, quand on se regarde dans le passé, puis toutes les personnes grosses vont le dire, là, mais tu sais, mettons qu'on a 25 ans puis qu'on se regarde une photo de nous à 14 ans. Ou quand, là, moi, je vais bientôt avoir 40, je regarde une photo de moi à 30 ans. Puis à chaque fois, on est comme, ben voyons, je n'étais pas si gros, je n'étais pas si grosse que ça. Tu sais, fait que c'est l'idée qu'à un moment donné, je pense, arrêter de paniquer sur notre poids, puis de juste vivre puis s'épanouir. Parce que je pense vraiment et profondément que si on s'épanouit qu'on est bien, tu sais, qu'on vit sa vie avec bonheur, qu'on se permet de vivre, puis qu'on est heureux ou heureuse, ben, on n'aura pas de problème de poids, tu sais. Mm. Moi, je pense foncièrement qu'une personne qui est en santé, je veux dire, qui a une bonne santé mentale, qui est bien dans son corps, ben, il y a beaucoup peu de risques que cette personne-là gagne 100, 200 livres dans le futur, tu sais. Peut-être que la personne va rester ronde ou pas, puis en fait, à la limite, on s'en fout, tu sais. Mais Mhm. c'est juste être bien dans sa tête, bien avec soi, puis ben tout va bien aller à ce moment-là, tu sais. Fait que l'idée, c'est pas d'entrer dans un moule. De toute façon, tu sais, le moule qu'on lui présente, c'est 5% de la population, là. Je veux dire, j'ai regardé il n'y a pas longtemps justement les statistiques du poids de la population moyenne au Canada, puis la moyenne canadienne porte du 2X large, là, on s'entend. Fait que cette idée que tout le monde porterait du small, ben, c'est du médium, là, non. Ce n'est pas ça la réalité. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se concentrer puis focus là-dessus, puis juste, OK, je vais être bien avec moi-même, puis ben, à ce moment-là, tu vas briller, Ouais. puis c'est ça. 15 ans plus tard, quand tu vas regarder ta photo, tu vas dire, ah ouais, j'étais bien à cette époque-là. Ça ne sera même plus le poids qui va être important ou non, tu sais, ça va juste être se souvenir de, ah, j'étais bien.
sais. Oui. Puis voilà, je brillais, je m'émancipais, puis j'apprenais à me connaître, je faisais de nouvelles expériences. Donc, je pense que c'est ça qui est important, là. Ben écoute, rapidement, tu parles que bon, la moyenne canadienne porte du 2XL. Ouais. Excuse, je suis un peu impressionnée par ce chiffre-là parce que je veux dire, l'offre de vêtements est Ouais. quand c'est la moyenne, la population canadienne porte du DXL et qu'il y a peut-être 3 boutiques qui offrent des vêtements taille plus, dans toute l'offre disponible, c'est quand même aberrant, là. Ouais, puis en fait, ça démontre à quel point il y a une discrimination, hein, tu sais, déjà. Puis en même temps, ben, sont où les magasins? Puis, non, mais effectivement, ils sont pas là partout. En fait, ce que les magasins tiennent sur leur plancher ne fit pas avec ce que la population a de besoin. Et Mhm. j'avoue, moi, je ne comprends pas. Puis on est plusieurs personnes grosses à ne pas comprendre Mhm. avec le F-word. Là, on est comme, what the... On comprend pas, on comprend pas. Parce que c'est ça, les moyennes, c'est vraiment là. Peut-être avant 20 ans, là, effectivement, on joue un peu plus dans le médium, là. Mhm. Parce que, bon, à un moment donné, on grandit, tu sais. On s'entend qu'à 12 ans, on ne porte pas le même linge qu'à 22 ans. Non. Mais voilà, reste que une fois adulte, la moyenne, c'est du X large, du 2X large. C'est vraiment ça la moyenne. Donc, les magasins sont pas là pantoute parce que souvent, ils vont de small à X large. Tu sais, leur Ouais. taille la plus grande dans leur inventaire, c'est là la moyenne. Donc, ça marche pas pantoute. Et d'ailleurs, qu'on pose la question des magasins, les tailles qui partent le plus, c'est large et X large. C'est pas small, c'est pas medium. Et Euh, avoir travaillé dans des magasins longtemps, c'est pas les tailles qui sont tenues dans la plus grande quantité. ben non, c'est aberrant. Moi, je ne comprends pas. J'ai rarement vu une industrie bouder autant un besoin. Tu sais. Mhm. Habituellement, l'offre et la demande se dit, bon, ben, on va où est-ce qu'il y a une demande, puis il y a vraiment une demande. Tu sais. Puis pourtant, ils ne sont pas là pantoute. Un peu comme l'industrie alimentaire qui est en train de s'ajuster avec toute l'alimentation végétarienne, l'alimentation Mhm. végétalienne, donc l'alimentation vegan, ben, ils sont en train de s'ajuster, ils sont en train d'offrir, alors que c'est l'inverse au niveau de la mode, que c'est plus on a de demandes, moins il y a d'offres. Avec les boutiques là, qui ont fermé dernièrement, là, c'est Ouais. effectivement c'est aberrant. Là, C'est vraiment aberrant. Ouais. euh, Puis en on plus, révolutionne. en fait, je veux dire, puis en plus, tu sais, tantôt, je parlais de l'importance de briller puis d'être bien, tu sais. Mais tu peux pas briller puis être bien si tu n'arrives pas à t'habiller, tu sais. Mhm. Je veux dire, si tu es coincé dans du linge que tu n'aimes pas ou qui n'est pas confortable, comment tu vas faire pour briller puis trouver ta place? Fait que c'est super important comme enjeu, puis, mais on le traite parce que la mode, c'est juste la mode. Alors que voilà, en fait, c'est un besoin. Se vêtir est un besoin essentiel comme se loger et se nourrir, là, Ouais. selon la Charte des droits. Ça fait partie des priorités dans les droits pour un être humain. Non, oui. Mais voilà, c'est pas le pantoute. C'est le droit à la sécurité. Là, Ouais, en fait, si on parle de la pyramide de Maslow, là, c'est le besoin de sécurité. Être habillé, avoir un toit sur sa tête, c'est c'est ça, c'est primordial, là, c'est essentiel. Là. Bon, écoute, comme j'allais dire, malheureusement, on révolutionnera pas le monde ce midi. Si on peut en inspirer deux, trois, tant mieux. En terminant, là, ça, c'est ma vague de questions officielles. Si tu avais un message à adresser à nos élèves, à ceux qui nous écoutent, en lien avec l'ouverture à l'autre, avec la diversité, ça serait quoi? ben moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment à l'amour, à l'importance de l'amour. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, bon, je vais la dire en anglais, là, mais Life is chaos, be kind. Donc, tu sais, la vie nous amène déjà son lot de défis sans qu'on le veuille, puis sans même que personne ne veuille mettre des bâtons dans nos roues. La vie elle-même nous amène déjà son lot de défis, tu sais. Fait que je pense que nous, ce qu'on a à faire face à ça, c'est juste le plus possible d'aider les autres, de donner la main aux autres, puis de l'amour au sens large. Pour moi, l'amour, c'est aussi écouter l'autre, c'est respecter l'autre, Mhm. c'est donner un coup de main. Et ça, ben, voilà, pour moi, c'est ça qui est super important. Puis je pense que c'est important de s'ouvrir à l'autre, peu importe la différence, peu importe sur lequel, des fois, on n'accroche pas. Puis ça ne veut pas dire qu'on peut aimer dans le sens que tout le monde va devenir nos amis. C'est pas ça.
Mais même si une personne, même si on ne comprend pas la personne ou qu'on n'a pas d'affinité, ou on n'est pas obligé de taper dessus, tu sais. Il n'y a aucun besoin, il n'y a aucune nécessité. Fait que moi, c'est le message que je lance à tout le monde. Tu sais, autant quand je parle à des personnes de 90 ans qu'à des jeunes de 10 ans, moi, je trouve que c'est ça l'important dans la vie. Voilà, on va déjà avoir notre lot de bâtons, d'obstacles. Je pense que la seule chose que nous, on peut faire, c'est de juste aider les autres ou ne pas mettre d'obstacles dans la vie des autres. Tu sais, on n'a pas besoin d'en ajouter. On n'a vraiment pas besoin. Fait que moi, je crois en cet amour-là au sens très large que, voilà, je pense qu'on notre seule réponse qu'on peut faire dans la vie, c'est de faire le bien le plus possible, le plus qu'on peut. Puis des fois, on le fait pas, mais tu sais, au moins, notre intention de faire le bien, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais. Ouais, puis ça nous aide après à être mieux. Tu sais. C'est le fun de dormir la conscience tranquille quand même. Tu dors vraiment mieux. Ben oui, tout à fait. Écoute, c'est absolument un magnifique message. C'est un peu le, le, le leitmotiv de ces conversations-là, des journées de couleur du monde ici à l'école, justement de créer des ouvertures, de créer des occasions de partager, d'échanger pour mieux comprendre les réalités des autres, et justement faire preuve plus d'amour face à la différence. Je termine avec des questions en rafale, donc certaines proposées par les élèves, d'autres qui viennent de mon cru. Donc, tu passes, si t'es pas prêt à répondre, il n'y a pas de problème. Bon, normalement, je commence avec c'est quoi ton âge en dizaines, mais tu l'as déjà nommé, fait que c'est parfait, on va passer à la question. Disney Plus ou Netflix? Je suis en train de découvrir Disney+. Fait que là, je suis un peu plus sur Disney+, ces temps-ci, parce qu'on dirait que je découvre leur catalogue, tu sais, puis ça fait déjà quelques années que j'étais sur Netflix. Fait que, en ce moment, je suis plus sur Disney+, mais je pense que c'est l'effet de nouveauté, là. Es-tu plus grande diva ou artiste underground? Artist underground, on m'a souvent traité de snob même, parce que je connais absolument rien à la pop. Sinon, je suis tombé sur un palmarès l'autre jour des 100 chansons de la dernière année, tu sais, le top 100, puis je connaissais à peine le corps, là. Fait que je suis vraiment underground, là, c'est comme ça. Ouais. Parfait. Bon, la question technicienne en loisir, c'est quoi ton loisir préféré? Ce que tu fais pour passer le temps? Je lis beaucoup, mais en fait, la lecture est aussi devenue un peu ma job. Là. Je le fais pour la job. Je dessine. En fait, ben, des road trips. Non, j'avoue, c'est des road trips. Et c'est vraiment revenu depuis le début de la pandémie parce que nos activités étaient limitées, alors que faire un tour de char, ben, au moins, tu n'es pas en train d'attraper le virus et de le donner non plus. Donc, et moi, j'adore découvrir le paysage. Fait que à chaque fin de semaine, depuis le début de la pandémie, ben, je m'envoie à une place que je ne suis pas encore allé. Tu sais, même si c'est juste une demi-heure de route ou à 2 heures ou un quartier, voilà, j'aime découvrir le territoire. Fait que moi, je dirais que c'est mon hobby. Moi, je serais devenu trucker si je n'étais pas devenu journaliste. Là. J'aime vraiment faire de la route. Ah, ben c'est cool. Et tu plus pizza ou spaghetti? Pizza. Pizza. Ouais. Avec ananas? Ah, non, ananas, ça n'a pas de... Non, tu peux pas mettre d'ananas sur une pizza. Ça n'a pas de sens. Ah, je fais partie de ceux qui aiment ça. Ouais, ça divise, hein. Il y a eu des divorces là-dessus. Là. Ben, c'est comme la coriandre, ça. Oui, effectivement. Si tu avais la chance de rencontrer une personne, morte ou vivante, puis de passer 1 heure avec cette personne-là, ça serait qui? Ah, euh, je... Bonne question. Vivante, là. Hein? Ça peut être une de chaque, là, si tu veux. Ouais. Non, mais je sais pas. J'imagine que Patino serait bien curieux de jaser avec Jésus, genre, il était-tu vraiment tout ce qu'on dit sur lui? Là? Mais sinon, je sais pas. Je vois vous, là, c'est un privilégié, moi, avec mon métier, j'ai eu la chance comme d'interviewer, je sais pas, au moins 4-5 000 personnes. J'ai pas mal déjà interviewé les personnes que j'adorais déjà dans la vie. Là. Fait que je me sens déjà très choyé là-dessus. Là. Je me sentirais gourmand de vouloir ajouter une autre personne. Là. Puis, mais faut dire, non, mais moi, je trouve, j'ai toujours un plaisir fou autant à interviewer une personne inconnue que des grandes vedettes. Je trouve que tout le monde a quelque chose de surprenant et de beau à livrer. Puis moi, c'est une grande chose que j'ai appris avec mon métier. Là. On a toujours quelque chose à apprendre des gens avec qui on jase, peu importe qu'elles aient des posters ou qu'on ne sait jamais leur nom.
Je trouve que chaque personne a quelque chose de beau à nous partager. Ah, c'est magnifique, ça. Écoute, Michael, je te remercie énormément pour ton temps. Je vois le temps avancer, là. Le dîner est presque terminé. Donc, on peut te lire à la tribune de Sherbrooke. On peut aussi lire tes livres, La vie en gros et Tombée médiatique. Je te remercie. On peut sûrement t'entendre à la radio aussi. Bref, qu'on te suive. On a juste à te suivre sur Facebook et Instagram en plein ça. Oui, oui, oui. À Instagram, j'apprends à l'utiliser aussi. Là. Je commence à comprendre comment ça marche. Puis là, je suis vraiment en retard parce qu'il faudrait que j'aille sur TikTok, j'imagine. Mais voilà, tranquillement. Super. Ben écoute, je te remercie encore une fois pour ton temps. C'était absolument génial comme conversation. C'est très généreux de ta part d'avoir accepté de prendre ce temps-là pour nous jaser. La vidéo va se retrouver sur YouTube, sur notre IGTV également. Donc, encore une fois, Michael Bergeron, un énorme merci. Ça a été très apprécié. Et puis, un jour, peut-être, tu viendras nous visiter dans notre école. Je le souhaite. Je me croise les doigts. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi un à un comme ça, mais en vrai, pas juste à travers la caméra. Donc, je te remercie encore une fois. Je te souhaite une magnifique fin de journée. Et puis, à ceux qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir été là.